Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu d'UTA. Il y a quelque temps, on vous parlait de l'idéologie des barons de la tech. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de leurs projets concrets, et pas des moindres. Dans tout le portefeuille entrepreneurial d'Elon Musk, s'il y avait une poule aux œufs d'or, c'est Starlink. Musk envisage des revenus de l'ordre de 25 milliards de dollars par an avec Starlink. Derrière un marketing séduisant, apporter Internet partout sur la planète, on va voir que ces projets sont en réalité bien plus dangereux pour la viabilité de la planète, justement. Allez, on attaque. Starlink, c'est ce qu'on appelle une méga-constellation, un réseau très dense de satellites en orbite basse, capables de communiquer entre eux de façon optimale pour couvrir toute la surface du globe. Pour que ça fonctionne, il faut donc envoyer beaucoup, mais beaucoup de satellites dans l'espace. À terme, la constellation est prévue pour en compter 40 000. Jeff Bezos a son propre projet Kuiper et plusieurs autres entreprises sont d'ores et déjà dans la course. On va donc se retrouver avec potentiellement près de 100 000 satellites en orbite basse, de quoi inquiéter sur un risque de saturation, fragilisant l'accès à l'espace. Plus grave, les impacts environnementaux de ces constellations présentent un danger. Ces satellites sont de courte durée de vie, 5 à 6 ans. Il faudra donc les remplacer en permanence, au rythme prévisionnel de 12 000 par an. Combien ? Et on va voir que ce spatial jetable présente plusieurs problèmes majeurs. Mais avant, comme d'habitude, on vous invite à mettre un pouce bleu, à poser un commentaire, à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne. Ça permet de rendre visibles nos contenus sur YouTube. Renouveler des satellites comme on change de chaussettes, ça veut dire multiplier les lancements de fusées. Et ça, c'est pas neutre. Un lancement, c'est 20 000 tonnes de CO2 au global. Ça peut paraître négligeable quand on est sur les rythmes des décennies précédentes. Mais ce qu'on voit, c'est justement une augmentation exponentielle. En 2014, on dénombrait 92 décollages. Un chiffre porté à 261 10 ans plus tard, en 2024, et qui dépassera certainement les 300 en 2025. Mais ce qui est trop peu connu, et qu'il faut pourtant avoir en tête, c'est que brûler du carburant sur le plancher des vaches n'a pas la même incidence que le faire en traversant toutes les couches de l'atmosphère. Plus on monte, plus les composants rejetés ont un impact important. Et une fusée, ça rejette certes du CO2, mais aussi de la vapeur d'eau, inoffensive si on reste près du sol, mais qui, en haute atmosphère, produit un effet de serre 1000 fois supérieur au dioxyde de carbone. Idem pour la suie expulsée des moteurs, là on est à 50 000 fois les effets du CO2 en haute atmosphère. En 2014, l'industrie spatiale représentait autour d'un demi% des émissions de gaz à effet de serre. Pas de quoi fouetter un âne si on compare aux bénéfices scientifiques d'émissions. Mais le déploiement des méga-constellations va changer la donne et multiplier ce chiffre par 10. Demain, si on laisse faire Elon Musk et ses copains, leurs lancements représenteront l'équivalent en termes climatiques de l'ensemble de l'aviation civile planétaire, un secteur déjà particulièrement émetteur, avec autour de 100 000 avions en vol par jour. Le spatial jetable tutoierait aussi les émissions de l'industrie textile, un autre secteur où le jetable fait des ravages. Et encore, ces informations ne sont que celles qui sont accessibles. On n'a pas accès aux données relatives aux nouveaux modes de propulsion en cours de développement, comme les moteurs au méthane du Starship. Les entreprises comme SpaceX conservent jalousement leurs informations, secret industriel oblige. Et il faut intégrer un autre aspect du spatial jetable. Les satellites en fin de vie finissent bien quelque part. En orbite basse, ils retombent tout simplement sur Terre, ce qui n'est pas sans soulever quelques questions. Mais ce qu'on sait, c'est que les particules d'aluminium ou encore de niobium restent là-haut. Et avec possiblement 25 satellites par jour qui rentreront dans l'atmosphère, ça va être un problème non négligeable. Pour info, l'aluminium dans l'atmosphère, c'est plutôt très mauvais pour la couche d'ozone notamment. Ce que révèle ce dossier, c'est que, une nouvelle fois, les logiques mêmes du capitalisme mènent l'espèce humaine dans le mur. Si on parle des télécommunications,
Pourquoi gâcher des ressources dans un système concurrent par satellite, là où le développement des réseaux terrestres, fibre optique et couverture 4G, peuvent couvrir l'essentiel des besoins, pour un bilan écologique bien moins élevé? Parce que l'enjeu, c'est le profit, quel qu'en soit le prix. Idem sur le spatial, secteur indispensable dans bien des domaines, mesures climatiques et météorologiques, géolocalisation, surveillance de l'activité du Soleil, recherche scientifique. Que le déploiement de dizaines de milliers de satellites en orbite basse va en réalité mettre en danger. À l'opposé de la privatisation sauvage qu'incarne le New Space, c'est bien d'une logique de planification démocratique que nous avons besoin, seule réelle garante de l'intérêt général. On espère que cet épisode où on prenait un peu de hauteur vous aura plu. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. À très bientôt.